Bonjour, donc je suis Rémi Rodriguez, je suis expert Lean au sein d'Engie et je suis aussi professeur à l'université Paris-Dauphine où j'enseigne la conduite du changement dans le master contrôle, stratégie et gouvernance. L'excellence opérationnelle, c'est avant tout un état d'esprit. L'excellence opérationnelle, aussi bizarre que cela puisse paraître, ne s'atteint pas en cherchant à l'atteindre. L'excellence opérationnelle se construit. On dit bien souvent que le chemin est plus important que la cible. Et bien pour l'excellence opérationnelle, c'est exactement le cas. Qu'est-ce qui a changé au sein de votre entreprise depuis la mise en place de Alors l'excellence opérationnelle a fait prendre conscience que pour répondre aux besoins des actionnaires, qui sont bien souvent des besoins financiers, il ne fallait pas chercher à réduire les budgets et à maîtriser les budgets. Il fallait au contraire chercher l'excellence dans tout ce qui était les opérations qui faisaient que l'entreprise existait. C'est qu'est-ce que le client attendait, qu'est-ce que le client était prêt à payer et se concentrer là-dessus. Les résultats venaient après. Quels ont été les principaux freins que vous avez rencontrés lors du déroulement de votre démarche? Alors les principaux freins que l'on rencontre dans une démarche d'excellence opérationnelle viennent des RH, aussi bizarre que cela puisse paraître, et des hauts managers. Les hauts managers lancent souvent une démarche d'excellence opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils en ont entendu parler dans une soirée, ou parce qu'ils ont une lobby, ils ont trouvé un article dans un journal, donc en prenant dans le train, et ils se sont dit, tiens, c'est super, j'en ai besoin chez moi. Par contre, qu'est-ce que ça fait derrière? Bien souvent, ils n'en savent rien. Et quand ils sont face à la réalité des choses, ce n'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Et les RH, pourquoi les RH? Parce que, en fait, on va chanter un petit peu l'univers des RH. Pourquoi? Parce qu'on va se préoccuper des gens et on va démontrer par là que les gens n'étaient peut-être pas gérés, les compétences n'étaient peut-être pas gérées comme cela aurait dû être. Donc il faut préparer la démarche avant de la lancer, en travaillant principalement avec ces deux types d'acteurs. Quels sont les principaux bénéfices? Alors les principaux bénéfices de l'excellence opérationnelle peuvent être multiples. Parce que l'excellence opérationnelle peut être soit en gestion d'une organisation à venir, soit en amélioration d'une organisation que l'on veut voir progresser, soit en reprise d'activité pour une entreprise qui ne va pas très bien, soit pour accompagner un changement social, un déménagement, etc. etc. Donc les bénéfices sont à la hauteur de la tâche et de la stratégie qui est demandée. Que diriez-vous aux dirigeants de FDJ pour les convaincre du bien fondé d'une telle démarche? Alors, quand on lance, en général, le COMEX lance une démarche d'excellence opérationnelle, il y a un peu d'enthousiasme. Parce que, donc, OK, ils en ont entendu parler, puis, bon, OK, c'est bien. Après, il y a une phase de creux où ils se rendent compte de, ouf, il y a tout ça à faire, on risque d'avoir les partenaires sociaux à dos, la presse n'est pas bonne, l'encadrement ne nous suit pas, etc., etc. Et quand ils prennent conscience qu'en fait, en s'encadrant bien, en prenant les gens qu'il faut là où il faut, on construit un plan. Une excellence opérationnelle ou un programme d'excellence opérationnelle, ça ne s'improvise pas. Pas avec un ou deux experts. Il faut construire une équipe solide, reconnue, compétente. Et pas compétente forcément aux yeux des patrons, compétente aux yeux des gens avec lesquels ils vont travailler. Et là, ça fonctionne. Quels sont les facteurs clés de succès pour déployer cette démarche? Alors les facteurs clés de succès sont multiples. Nous, quand on l'a lancé chez Engie, on a insisté sur la transparence et le participatif. Et la transparence vis-à-vis de tous les acteurs concernés au niveau d'implication adéquate. J'explique. Quand on travaille avec les membres du COMEX, on va bien entendu parler de stratégie, on peut parler d'éventuelles fermetures de sites, d'éventuelles réorganisations. C'est un langage que l'on ne peut pas avoir donc avec tout le personnel. C'est très dangereux parce que ce n'est pas maîtrisé. Et une hypothèse ne reste qu'une hypothèse tant qu'elle n'a pas été mise en place. Avec l'encadrement intermédiaire, avec les partenaires sociaux, on a joué aussi la transparence en les rassurant. Parce que bien souvent, quand on lance des programmes d'excellence opérationnelle, les managers se disent « Mais attends, mais pourquoi je vais participer à ça? Je vais couper la branche sur laquelle je suis assise. Donc tu ne me feras pas participer. Je ne veux pas aller dans ton truc. » Les partenaires sociaux disent « Mais attention, c'est super dangereux.
parce que regardez ce qui s'est passé dans tous les programmes d'excellence opérationnelle. Il y a forcément des réductions d'effectifs, on vise des réductions budgétaires. Donc, il faut être convaincant dès le départ, sans chercher à imposer. Et pour convaincre, il faut démontrer. En général, moi, ce que je fais dans des programmes comme ça, je fais venir des témoins, des grands témoins et des petits témoins. Et quand je dis petits témoins, c'est respectueux. Les grands témoins, c'est quoi? C'est les directeurs avec lesquels j'ai travaillé avant, ou des membres de CODIR, qui viennent dire, ben voilà, comment ça s'est passé. Et ils ont tous cette démarche. Avec, j'y allais un petit peu à reculons, ensuite, on a des phases de creux, de haut, de bas, et si on leur demande est-ce que vous recommenceriez, ils disent oui, oui, je recommencerai. Et on fait venir des gens du terrain, qui eux, n'ont pas subi la démarche, parce qu'ils l'ont construit. Tout ce qui était excellence opérationnelle, tout ce qui était donc aménagement des conditions de travail, tout ce qui était optimisation des processus, éliminer tous les gaspillages, éliminer les tâches inutiles, ils l'ont vécu, eux. Donc ils savent ce que c'est. Et ils peuvent en parler de manière opérationnelle. Le plus emblématique. Il y en a un, c'était à l'aéroport de Zaventem, en Belgique. On a un aéroport sur lequel une de nos filiales avait donc 150 employés. On avait tout ce qui était maintenance des installations aéroportuaires. Le gouvernement local dit bah, tiens, ça fait quand même trop longtemps que vous êtes chez nous, on va renouveler par principe. Et là, il y a le directeur de l'aéroport qui appelle en disant ben voilà, j'ai besoin d'un coup de main, par quel bout je peux le prendre et comment je peux faire en sorte que le client ait toujours confiance en moi. Et là, donc, on a été le voir, on a examiné un petit peu avec lui les dossiers, comme on fait d'habitude, on fait un diagnostic. On a été rencontrer tout le monde sur le terrain, donc dans plusieurs langues, parce que donc c'est un peu un microcosme, un aéroport. Il y avait 7 lieux de piste de travail, etc., etc. Et on en a déduit que quelques tâches pouvaient peut-être optimiser, que la communication avec le client pouvait être optimisée, que les outils utilisés pouvaient être optimisés. Par exemple, ils utilisaient encore des fax pour des questions de sécurité au niveau de l'aéroport. Parce que donc on n'a pas le droit d'utiliser trop de Wi-Fi, ça perturbe les installations aéroportuaires. Par des gestes simples. Par exemple, un agent qui allait en déplacement, il voyait une canalisation abîmée. Il faisait un descriptif de la canalisation, bien souvent il faisait un dessin, il retournait voir son chef qui lui disait oui, il va voir les gens de l'aéroport donnait l'autorisation. En gros, 1 heure après, il n'y a toujours rien qui a été fait. Là maintenant, ce qu'on a fait, donc on les a dotés de smartphones, il prend une photo, il l'envoie tout de suite et la décision est prise dans les 30 secondes. Voilà. C'est les petits gestes comme ça qui nous ont fait gagner énormément de temps. Et au bout du bout, on a réussi à démontrer qu'en fait, on pouvait faire exactement le même travail, plus un certain nombre de chantiers en retard, avec 125 personnes. Donc le gars à l'aéroport, il me dit, mais attends, t'es gentil, mais moi je t'appelle pour soutenir mon dossier, et là, en fait, tu me fais perdre 25 emplois, ça me fait perdre du chiffre d'affaires. Sauf que la direction de l'aéroport a vu qu'elle payait le juste prix, et elle nous a confié donc un nouveau pier, donc un nouveau bâtiment qui se construisait. Résultat, maintenant, on a 175 employés sur l'aéroport. Donc en fait, c'est une question de gagnant-gagnant. On ne va pas réduire pour réduire. On va réduire à isopérimètre en optimisant le service et on va démontrer aux clients qu'on a optimisé le service et que nous sommes les meilleurs pour rendre le service attendu. Voilà. Le but du jeu, c'est un peu un jeu d'échecs, c'est de viser plus loin que le contrat actuel. Oui. Alors, la démarche d'excellence opérationnelle est une des clés de l'agilité. Pourquoi? Parce que dans une démarche d'excellence opérationnelle, on met en place un certain nombre de standards managériaux qui facilitent la communication. Le principal de ces outils, c'est ce qu'on appelle la boucle courte. La boucle courte, c'est quoi? C'est un employé de terrain ou un employé administratif constate une anomalie ou s'agace parce que quelque chose ne fonctionne pas. Par exemple, il lui faut 3 ou 4 écrans pour valider une information. Les temps informatiques sont trop longs. Quelqu'un qui est sur le terrain donc, a des problèmes avec les tirages papier. Et il dit, bon, ras-le-bol. Donc il va voir son contremaître ou il va voir son chef de service. Il dit, ben voilà, donc ça va pas. Moi, je ferais bien comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire ça?
ça remonte. Si la décision est du chef immédiat, il dit ben, ok, c'est bon, on y va. On a une boucle courte, pourquoi? Parce que le temps d'expression entre le problème et la solution est rapide. Si la solution n'est pas du ressort du chef, ça remonte au N+1, ça remonte au N+2, etc., etc. Donc on est obligé, avec l'excellence opérationnelle, d'avoir un système fluide de confiance dans toute la strate de la ligne managériale. Donc l'agilité est une de ces clés. Alors, l'excellence opérationnelle conduit presque de fait à la digitalisation, je dirais presque à ce qu'on appelle la dématérialisation des papiers. Quand on analyse les causes de défaillance, ou les causes de saisie, ou les causes de rework, on s'aperçoit presque 30% sont dus à des anomalies de saisie manuelle. Plus on dématérialise, plus on élimine le risque d'avoir des saisies manuelles en double, en triple ou en quadruple. Donc la dématérialisation est une des clés de fiabilité. Les agents de terrain donc, ne demandent que ça. Pourquoi? Parce que ça leur enlève une grande partie du travail de saisie. Ça fait un travail un peu plus intelligent, entre guillemets, que de saisir par papier. Les cadres, pareil, ils peuvent saisir et valider avec des signatures électroniques. Donc on a dématérialisé un certain nombre de papiers, avec des codes donc, qui vont bien. Tout le monde y gagne. Alors l'humain au centre, ça dépend des dossiers. Donc là, on ne va pas répondre dans le politiquement correct. Si on a un objectif de réduction budgétaire des coûts de 30%, par exemple, il est bien évident que l'on ne va pas mettre l'humain au centre tout de suite. On va déjà penser stratégie. Avec, principale question, c'est pourquoi il faut réduire de 30%. Est-ce qu'on est menacé? Est-ce qu'on a des problèmes d'équilibre budgétaire? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le fin du fin? Qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de réduire de 30%? Une fois qu'on a réussi à identifier des axes stratégiques, on commence à réduire en petits comités en se disant quelles pourraient être dans notre société, non pas les solutions pour y arriver, mais les causes de défaillance qui font que nous sommes obligés de prendre des décisions comme ça. Et une fois qu'on a identifié un certain nombre de ces causes, on identifie les acteurs impliqués dans ces circuits, dans ces causes, et on les fait travailler dessus. Et pour le coup, on met l'humain au cœur. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas être démagogue, il ne faut pas être pédagogue. Il faut vraiment être très structuré dans la démarche. Les gens apprécient la structure, les gens apprécient la franchise. Beaucoup de personnes avec lesquelles on a travaillé sur des dernières grandes restructurations nous ont dit, mais si vous devez supprimer notre service, si vous devez regrouper un certain nombre de services au niveau du COMEX, au niveau du corporate, dites-le. Donc on va travailler dans le bon sens, mais ne tournez pas autour du pot en nous disant les organismes statutaires. Oui, on sait que ça va arriver, mais nous, on a besoin d'y voir clair. Donc on traite les gens en adultes dès le départ, mais ça aussi, c'est comme une balance. On ne peut pas dire aux gens, vous allez nous aider à scier la branche sur laquelle vous êtes assise, si on ne propose pas une autre branche. C'est-à-dire qu'il faut préparer en amont. Une grande partie du travail d'excellence opérationnelle se passe dans les phases préparatoires. Je dirais presque que ça représente 33%, donc un tiers du travail se passe en amont, avant même de commencer. Il faut qu'on sache où on va, il faut qu'on ait des stratégies fixes, il faut qu'on soit clair dans les stratégies, il faut qu'on ait des stratégies de contournement, il faut qu'on ait des plans B, il faut qu'on ait donc ce que l'on appelle de la réallocation de ressources. Si on travaille sur la réallocation de ressources des personnes, ok, pourquoi? Est-ce qu'il y a des chances que ces personnes puissent aller là? Est-ce qu'on est au courant de toutes les compétences cachées de notre personnel? Donc ça demande un investissement donc, important avant de pouvoir commencer sereinement. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la mise en place de Alors l'excellence opérationnelle, donc au sein d'Engie, donc où j'ai l'EF-Suez, moi je suis rentré dedans donc en 98. Ce qui a changé, la première chose que l'on ait faite, c'est optimiser les processus de raccordement. On avait des clients qui nous disaient, moi je veux une maison, mais vous me proposez l'électricité ou le gaz dans 3 mois, c'est inacceptable. Et on a commencé à analyser ces différents processus en disant, voilà, où est-ce que l'on perd du temps? Et on n'a pas analysé avec les cadres, parce que les cadres, s'ils avaient pu optimiser, ils l'auraient fait. On a optimisé avec les gens de terrain, et les gens de terrain nous ont dit, voilà, chef, moi quand je vais à l'atelier, j'ai pas toujours le magasin.
Quand je prends la voiture le matin, ben, elle n'est pas toujours dispo. Quand je vais chez le client, ben, il n'est pas toujours là. Quand je vais faire l'intervention, ben, le réseau, il n'est pas toujours coupé. Donc, on a des problèmes de coordination. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaillait en silo par métier. Donc, ceux qui faisaient les consignations de réseau, ils travaillaient dans leur coin. Ceux qui faisaient l'approvisionnement de magasins travaillaient dans leur coin. Ceux qui faisaient le garage de préparation des voitures travaillaient dans leur coin. Il y avait très peu de communication et de vue d'ensemble. Et une des premières choses que l'on a appris à tous ces personnels-là, c'est de travailler ensemble et de faire un planning global. Et on a commencé à parler de performance globale plutôt que de parler de performance individuelle. Et on leur a dit, le résultat, vous pouvez très bien être le meilleur du monde dans votre garage, vous faites une révision en 48 heures, oui, mais si la voiture n'est pas dispo ou si vous la prenez aux gens qui en ont besoin, ça ne sert strictement à rien. Donc oui, le maillon faible, et le maillon faible, ce n'est pas forcément parce que les gens sont mauvais dans une chaîne, c'est où est le maillon faible de toute la chaîne, par exemple, de raccordement. Et on s'est aperçu que c'était au niveau des autorisations managériales. Donc les managers qui nous demandaient d'optimiser étaient la principale cause de dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que les circuits de validation demandaient 48 heures, demandaient 2 semaines, 3 semaines. Il y avait des autorisations administratives et donc préfectorales pour les ouvertures de voirie qui demandaient donc un certain nombre de temps. Eh ben, on a pris le taureau par les cornes et on a réduit tous ces délais administratifs, tous ces délais donc d'autorisation, et on a fait en sorte que les gens sachent qui était après eux dans la chaîne, de quoi ils avaient besoin, et qu'ils puissent parler en amont de la chaîne en disant, ben voilà, moi pour faire mon boulot, voilà de quoi j'ai besoin. Et l'excellence opérationnelle a rétabli un dialogue qui s'était perdu au fur et à mesure que les entreprises grandissaient et grandissaient. Alors, oui, pour faire partager la vision de l'excellence opérationnelle, euh, le meilleur exemple, pour moi, c'est le démonstratif. Euh, Ça m'est arrivé, par exemple, donc, quand j'ai traité presque 600 agences de raccordement gaz, d'avoir un problème identifié parfaitement, d'avoir les solutions qui fonctionnaient parfaitement, et de me retrouver donc au fin fond de l'Alsace, et c'est pas péjoratif, j'adore l'Alsace, dans une agence, même problème. Et j'aurais dit, ben voilà, il y a telle et telle possibilité. Ils ont dit non, c'est pas notre solution. Eh ben, on a recommencé avec eux, on a refait les ateliers, on a fait en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes leur solution. C'était pas parfait, c'est pas grave. C'était leur solution, ils l'ont mise en place. 2 mois après, ils ont vu que leur solution ne marchait pas terrible. Et ils ont demandé des conseils et puis ils ont commencé à faire comme les autres, mais ils y ont été d'eux-mêmes. Il y a une certaine maturité à attendre de la part de l'excellence opérationnelle. Et ça, une des principales leçons que l'on peut tirer, c'est que le copier-coller en termes de solutions ne fonctionne pas. On n'a pas l'adhésion du personnel. On peut imposer un certain nombre de choses, mais à partir du moment où on a des gens, si on veut, qui soient associés, qui soient convaincus, qui soient porteurs de la démarche, qui soient des acteurs de la démarche, qu'eux-mêmes apportent des solutions à des nouveaux problèmes, il faut se donner le temps. Quel dispositif d'accompagnement avez-vous mis en place pour soutenir la démarche, En termes de dispositifs d'accompagnement, je dirais presque qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce que les terrains sur lesquels nous allons travailler sont tous différents. Une des premières phases de la démarche d'excellence opérationnelle, c'est de faire un diagnostic. Un diagnostic à plusieurs niveaux. Un diagnostic culturel. Alors, le diagnostic culturel est important. On ne peut pas aller contre la culture d'une entreprise. Donc, à quoi les gens sont habitués? Quelles sont leurs valeurs? Quels sont les leviers? Qu'est-ce qui les fait bouger? Pourquoi ils se lèvent le matin? Ensuite, on fait un diagnostic de compétences au niveau des managers, au niveau du personnel. Au niveau des managers, on ne va pas regarder donc s'il est bon ou mauvais. On va regarder en termes de maturité managériale et en termes d'ouverture à de nouvelles techniques, quelle est sa capacité à y aller, quel est son degré de maturité en termes de maîtrise de nouvelles techniques. Et au niveau du personnel, on va travailler sur l'acceptabilité, l'adaptabilité à de nouvelles techniques de travail. Euh, Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas fait cette phase de diagnostic, on ne peut pas dire ce que l'on va faire. quel message adresseriez-vous aux managers ou exécutives pour motiver et assurer leur engagement? Alors, pour motiver les managers, euh, soit on en associe un petit groupe à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise et on fait en sorte
que ça travaille par capillarité, qu'ils soient des ambassadeurs et qu'ils soient porteurs des démarches auprès des autres managers. Ça, c'est une technique qui marche quand on est entre 200-300 managers. Au-delà de 200-300 managers, on peut demander de créer des groupes de réflexion. C'est-à-dire que donc, le COMEX va penser donc, à un certain nombre de stratégies et il faut qu'il ait le courage de challenger ces stratégies en disant, ben voilà, voici donc ce à quoi nous avons pensé et on va demander un certain nombre de volontaires pour travailler sur certains thèmes, avec la confidentialité qui va bien entendu, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et chacun de ces groupes va être divisé donc en plusieurs parties. On peut faire un groupe miroir qui va défendre la position de la direction, un groupe, ce qu'on appelle en général le groupe opposé, qui lui va faire en sorte de trouver tous les arguments en contre. Et un groupe médiateur qui va chercher la petite bête dans le texte. Qu'est-ce qui fait que ce ne sera pas donc accepté? Et ça marche très très bien. Et en général, on apprend beaucoup des groupes en opposition, surtout si on a mis un des architectes de la stratégie dedans. Parce que, étonnamment, donc celui qui a conçu la stratégie va se rendre compte à un certain moment, bah tiens, ça, peut-être le dire autrement, ou il faut peut-être aller plus loin. Et c'est très très utile. Ça permet de challenger les stratégies, d'avoir des stratégies affinées, ce qui fait que quand on va porter ces stratégies donc, au final devant l'ensemble de l'entreprise, bah, on est armé correctement. Si cette stratégie donc, sort dans la presse, parce que ça sort toujours dans la presse, on a préparé donc, un certain nombre d'arguments. La communication, je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est une des clés de la réussite. On prépare toujours la communication dès le départ. Qu'est-ce qu'on veut communiquer? À qui? Comment? Quel format? Quel support? Pourquoi on fait ça? Ne pas oublier que les gens, donc 3 mois après, quand ils vont avoir le nez dans le guidon, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on a lancé ça depuis le départ? Donc il faut avoir un fil conducteur et il faut des équipes solides. Ça c'est très important. Quand on lance un programme d'excellence opérationnelle, il faut 2 ou 3 acteurs clés dédiés à plein temps. Il faut les ménager. Il va falloir les débrancher de temps en temps. Donc les débrancher de temps en temps, moi c'est ce que je faisais avec mes équipes. Et il faut débrancher les meilleurs. On lui dit par un moment, bon, ok, tu pars une semaine. Ah mais chef, non, tu pars une semaine. Les gens ont besoin, et même moi, donc on me disait, ben voilà, tu débranches. Ok, voilà, c'est la règle du jeu. On a besoin de temps en temps de sortir le nez des guidons, parce que sinon, on ne voit plus. On ne voit plus la stratégie, on ne voit plus le fil. On est tellement dans l'opérationnel qu'on a besoin de prendre du recul. Donc il faut un certain nombre de règles d'hygiène. Il faut bien choisir ses collaborateurs. Pas uniquement prendre des gens qui sont toujours d'accord avec nous, parce que ça ne fait pas avancer. Il faut prendre différents profilages de personnalité. Donc il existe des tests de personnalité qui sont très bien. Il faut prendre un certain nombre de personnalités variées pour que ce soit le plus constructif possible. Alors, grâce à l'excellence opérationnelle, les collaborateurs de la Française des Jeux pourront mieux appréhender un certain nombre d'évolutions. Pourquoi? Parce que s'ils sont associés aux démarches de ces évolutions sur le sens, parce qu'une évolution pour une évolution, les gens n'aiment pas le changement. Moi, j'aime pas le changement. Le changement pour le changement, ça n'a aucun intérêt. Si on leur dit pourquoi, ça plaît pas, mais on leur dit pourquoi. Voilà, on rencontre des difficultés dans tel ou tel secteur, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne sert à rien de le maintenir, il faut le restructurer. On vous propose, à vous, donc, de nous dire, ben voilà, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que? Ils vont vous dire, ben voilà, on s'est trompé de produit, ça ne fonctionne pas, la démarche n'est pas bonne, la cible n'est pas bonne, le cœur de cible n'est pas bon, on s'est complètement trompé au niveau du marketing, c'est quand on entend parler autour de nous, dans les cercles clients ou dans les familles, voilà ce qu'on nous dit. Donc voilà, écoutez tous ces petits retours, les associer à ça, et faire en sorte de prévoir la réallocation des ressources avant. C'est-à-dire qu'on peut supprimer un secteur d'activité, on peut supprimer un certain nombre de choses, mais il faut prévoir donc le plan B. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Pourquoi? Parce que les gens ne couperont pas de bon cœur la branche sur laquelle ils sont assis. Je le redis plusieurs fois, mais c'est super important. C'est si on veut que les gens soient motivés, il ne faut pas qu'ils soient donc au bas de la pyramide de Maslow.
quelqu'un qui va vivre sur sa propre survie ne peut pas travailler au niveau 3 de la pyramide de Maslow, qui est le niveau de la stratégie de l'évolution. C'est impossible. Que pourriez-vous dire à nos représentants du personnel en toute transparence? Parce que j'ai toujours dit à tous les représentants du personnel, venez avec nous pour pouvoir donc faire en sorte d'être transparent. Euh, on leur dit dès le départ, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on sera totalement transparent. Vous serez partout invités. Par contre, tant qu'on aura des stratégies d'entreprise qui pourront impacter donc un certain nombre de personnels, on n'en parlera qu'en huis clos. Vous pourrez être invité avec consigne de ne pas en parler. Parce que tant que ça n'est pas décidé, ça ne sert à rien de faire peur aux gens, parce qu'il y a toujours dans les projets donc 8 hypothèses sur 10 qui ne sont jamais retenues. Donc on ne va pas faire peur aux gens sur ces 8 hypothèses. C'est complètement stupide. Et les représentants du personnel le comprennent très bien. Ils peuvent nous aider donc à étayer un certain nombre d'hypothèses en nous disant, ben non, telle ou telle hypothèse, attention, faites plutôt ça, ou pourquoi vous allez fermer telle activité, il y a telle ou telle personne dedans. Ok, ils sont là en tant que donneurs d'alerte, en tant que co-constructeurs. Le management décide toujours. Ok, donc là c'est très bien, c'est très clair avec eux. C'est toujours les managers qui décident. Les partenaires sociaux donc ne sont pas là pour décider. Ils sont là pour représenter le personnel, pour les défendre. Et quand je dis le personnel, c'est les managers aussi. Parce que bien souvent, dans toutes les restructurations que l'on voit depuis quelques années, les managers et les hauts managers sont aussi des cibles. Et personne ne s'occupe jamais d'eux. Donc ça fait partie aussi des choses. On travaille aussi avec les syndicats des dirigeants. Ce que je conseillerais pour se lancer dans une démarche d'excellence opérationnelle, c'est de bien identifier le pourquoi. Avec qui vous voulez y aller, à quel rythme, quelle est votre urgence. Est-ce que c'est une urgence à 3 mois? Est-ce que c'est une urgence à 6 mois? Si vous déterminez donc un délai d'urgence, tenez-le. S'il y a des partenaires sociaux qui sont impliqués, impliquez-les. S'il y a du personnel sensible, identifiez-le dès le départ. Si vous n'avez pas fait du diagnostic de compétences du personnel, commencez à faire du diagnostic de compétences du personnel, profitez des entretiens annuels, essayez de voir par rapport aux nouvelles compétences dont vous pourriez avoir besoin, donc qui serait susceptible de mener ces changements. En général, il faut identifier les leaders d'opinion, pas forcément des managers. Les leaders d'opinion, ce sont des gens qui peuvent débloquer des situations ou qui peuvent empirer les situations. Donc prenez le temps de bien cerner donc, le facteur humain avant de vous lancer dans toute transformation organisationnelle.